Question-réponse numéro 5. Je pense que c'est le cinquième, en tout cas. Avant de commencer, je veux juste, encore une fois, dire merci pour les commentaires, les suggestions. Tout ce que je reçois en message, je prends le temps de tout lire. C'est vraiment super apprécié. Je reçois plein de témoignages qui me touchent vraiment beaucoup. Je vais juste profiter de l'instant aussi pour juste inviter un petit peu à la vigilance parce que je pense que, étant donné que ma page commence à avoir beaucoup de visites, de tractions, de gens qui passent dessus, j'ai commencé à avoir certains messages de tentatives d'arnaque ou de fraude apparaître à travers les commentaires, là, des messages du genre oh, j'ai trouvé l'amour grâce à cette application, écris-moi à telle adresse pour en savoir plus. T'sais. Fait que je les supprime quand ça arrive, mais je fais juste rester vigilant. Là, si vous voyez des trucs qui passent qui ont absolument rien rapport avec avec les sujets des vidéos, avant de cliquer sur des liens ou de communiquer avec des gens qui ont l'air un peu louches, là, soyez juste un petit peu vigilant là-dessus. Comme je dis, j'en ai pas reçu une tonne encore, là, j'en ai quelques-uns, je les supprime au fur et à mesure, mais c'est ça, j'aime mieux l'avertir avant de commencer. Autre chose avant de commencer, je vais répéter ce que je répète à chaque vidéo. Je suis pas un professionnel en neurodivergence, en autisme. J'ai pas de formation, de qualification académique là-dedans. Les réponses que je vais donner aux questions, c'est des avis personnels, c'est pas des avis professionnels. Maintenant que c'est dit, je vais commencer avec la première question qui a été posée sur la vidéo où je parlais de la posture. Quelqu'un qui me demande « Est-ce que tu sais pourquoi tu adoptes cette posture qui semble être commune au TSA ainsi que les mains? » Scientifiquement, je le sais pas exactement. L'impression que j'ai, c'est que... je parle pour moi, là, moi je suis pas quelqu'un qui est vraiment... j'ai jamais été vraiment non plus réellement en contact avec mon corps, si on veut, physiquement. Autant les sensations externes qu'internes, j'ai souvent l'impression d'être comme juste un esprit sans vraiment être un corps. Là. Puis je pense que le fait d'avoir les coudes un peu plus proches du corps, les bras un peu plus rapprochés vers le centre, ce que ça fait, c'est que ça fait une espèce de pression sur mon corps, fait qu'il me rappelle un petit peu que mon corps est là, qui me permet de sentir un peu plus mes sensations corporelles. Je pense que ça vient de là, c'est l'impression que ça me donne, mais je pourrais pas dire scientifiquement si c'est ça la réponse, mais c'est le sentiment que j'ai. Deuxième question. Un gros merci pour ton contenu. Mon gars est TSA et désire apprendre à jouer de la guitare. Je vois que tu es dans le milieu musical. Peux-tu me dire comment tu as appris ou comment tu apprends à jouer d'un instrument de musique? Il a déjà sa guitare, merci. Je vais faire une vidéo qui est un petit peu plus spécifique là-dessus, sur l'art et sur la musique en général, parce que ça a été pour moi la découverte des arts, spécifiquement de la musique, ça a été vraiment quelque chose de majeur dans ma vie au niveau du développement puis de ma capacité à ressentir. C'est un peu mon espèce d'entrée secrète vers les émotions puis la connexion, justement, émotionnelle en direct. Dès mon plus jeune âge, j'ai accroché vraiment là-dessus. Puis souvent, j'ai de la misère à ressentir ou à identifier ce que je vis dans le moment présent, Mais avec les arts, puis particulièrement avec la musique, c'est comme instantané. Quand j'entends des sons, il se passe de quoi, puis je le sens, tout de suite. Fait que je trouve ça super important. Je vais en parler plus en détail maintenant pour répondre à la question par rapport au cours de guitare. Moi, la façon que j'ai appris, j'avais une tante qui jouait de la guitare, puis elle savait que j'aimais beaucoup Jean Leloup. Elle connaissait une chanson de Jean Leloup, elle me l'a montré, puis à partir de là, j'avais une méthode à la maison, un petit livre qui s'appelait La guitare sans professeur, puis j'ai appris un petit peu avec ça, puis à jouer avec d'autres mondes. Ceci étant dit, si j'avais à recommencer aujourd'hui, on a la chance de vivre à l'époque où il y a YouTube, il y a un paquet de trucs en ligne, fait que tu sais, il y a des centaines, si c'est pas des milliers de vidéos sur comment apprendre la guitare là-dessus. Fait que probablement que ça serait un des chemins que je passerais, soit ça ou des cours de musique, tout simplement, là, si on a les moyens, mais j'irais vers là. Mais tout ça, super bonne idée d'apprendre à jouer d'un instrument, surtout s'il y a un intérêt à la base, là. Au niveau émotionnel, ça peut faire une différence énorme. Puis je dis, tu sais, vraiment énorme, là, énorme en majuscule, là, tu sais, sur la capacité à ressentir. Prochaine question. Comment ça se passe pour la conduite d'un vélo? Pour moi, ça a été quand même
pas nécessairement évident parce que, comme je vous expliquais, tu sais, sur le vidéo que j'ai fait sur la proprioception, souvent, j'ai tendance à tout le temps regarder par terre. Puis c'est un petit peu ça aussi en vélo. Tu sais, idéalement, quand tu conduis un véhicule vélo, tu sais, voiture, il faut que tu regardes en avant. Moi, je regardais tout le temps proche en avant, tu sais, devant moi pour savoir où je m'en vais, tu sais, là. Ce qui fait que ça peut poser plus de problèmes avec au niveau de l'équilibre. Puis surtout, tu sais, ben, c'est que tu vois pas ce qui s'en vient, puis tu peux pas anticiper ce qui se passe devant. Ça me fait penser à des anecdotes. Là. Je reviens d'aller au parc avec mon fils, puis il y avait des enfants qui avaient les petits véhicules électriques pour enfants, les petits Jeeps, les petits 4 roues, tout ça. Puis quand j'étais jeune, tu sais, je voulais vraiment avoir ça. Puis je me souviens, j'étais allé chez Rona un moment donné avec mon père, puis il me dit ah, c'est les dons, le petit 3 roues. Tu sais, c'était un 3 roues électrique dans ce temps-là. Je me suis assis dessus, puis tu sais, l'an premier, j'ai foncé dans une des tablettes du Rona, puis l'étalage est tombé, parce que finalement, je l'ai pas eu, le petit 3 roues. Ça s'est pas passé pour moi. Mais non, tout ça pour dire qu'avec le temps, tu sais, c'est des choses que tu finis par comprendre. Ça peut être des fois peut-être un peu plus long que la moyenne, mais dans mon cas, en tout cas, j'ai fini par apprendre à conduire un vélo. J'ai fait du skateboard aussi. Un petit peu plus tard, de la trottinette. Tu sais, je conduis aujourd'hui, ça va bien, mais c'est juste d'apprendre à faire confiance puis à gérer ses sens un petit peu différemment, mais c'est possible. C'est possible, ça se peut que ça soit un peu plus long, tout simplement. Une autre question qui dit: vous avez parlé rapidement de bagues. Quelle est la fonction ou objectif de les utiliser? Ouais, j'ai des bagues. Là, je les porte pas en ce moment parce que l'été, des fois, il fait un peu plus chaud puis ça me gosse un peu les doigts ou mes doigts grossissent un peu, fait que ça c'est moins confortable un peu. Mais c'est des petites bagues qui tournent. C'est des bagues. Dans le fond, la fonction de ça va être au niveau de la régulation. Ça va aider, mettons, à calmer soit le stress, l'anxiété, les émotions, la concentration, parce que pour beaucoup de personnes autistes, on a des comportements répétitifs qui s'appellent ou des stéréotypies qu'on appelle en bon français du stimming, là. Ça peut être, par exemple, tu sais, agiter les mains. Tu sais, moi, je vais souvent taper mes mains comme ça, jouer avec mes doigts. Puis pour moi, les bagues, la raison pour laquelle je les porte, c'est que souvent, j'ai tendance à aller gratter entre mes doigts comme ça. Puis en faisant ça, tu sais, souvent, ben, je m'arrache des petits bouts de peau, fait que je me blesse, des choses comme ça. Fait qu'en ayant ça dans les mains, ben, au lieu de me gratter entre les doigts, ben, je peux jouer avec la bague. Des fois, j'en porte au pouce aussi de l'autre côté. Ça fait... Puis même si c'est des bagues ordinaires, là, même si c'est pas des bagues particulières, le fait d'avoir des bagues, tu sais, j'ai celle-là aussi qui est mon alliance, ben, tu sais, souvent, je vais jouer avec, je vais la tripoter. Ça fait quelque chose qui occupe le corps, ça te connecte à quelque chose de physique, puis ça évite d'avoir à se blesser aussi, tu sais. Puis ça peut être plus discret que d'applaudir ou de gigoter, tu sais, dépendamment de c'est quoi les stimming, les formes de stimulation qui nous viennent naturellement. Mais c'est super pratique, c'est pas cher. Je vais peut-être en parler un petit peu plus prochainement, mais ouais, c'est ça. La fonction, c'est vraiment d'aller réguler les émotions, dans le fond, puis la surcharge sensorielle. C'est super bénéfique. Puis c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde, mais tu sais, pour moi, ça a fait une différence au quotidien. Considères-tu comme un avantage ou un inconvénient la capacité de remarquer les détails que les autres ne voient même pas? Pour moi, c'est un gros avantage. Ça peut être aussi un inconvénient, ça peut être les deux, mais moi, je le vois surtout comme un avantage. J'avais entendu quelqu'un, je me souviens pas qui exactement, qui disait que, tu sais, souvent, être autiste, ben, c'est un peu, tu sais, remarquer un paquet de détails que les autres voient pas, puis pas voir un paquet de détails qui sont évidents pour les autres aussi. Puis pour moi, c'est deux choses qui sont pas nécessairement un avantage ou un inconvénient, c'est vraiment complémentaire. Tu sais, je pense que ça vaut la peine quand on va travailler, mettons, moi, je vais travailler sur un projet avec des personnes neurotypiques ou même au travail ou dans une relation de couple amitié, ben des fois, d'avoir un point de vue qui est différent du sien, ben ça peut aller renforcer celui de l'autre. Fait que quand on travaille sur quelque chose ensemble, ben tu sais, ça arrive souvent que moi, j'amène un point puis que la personne fait « Hey, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça de même. » Puis que moi aussi, des fois, je parle de quelque chose puis quelqu'un arrive avec un autre point de vue que moi, qui est évident pour tout le monde, mais que moi, j'ai pas vu. Fait que tu sais, je pense que essentiellement, dans l'ensemble de la chose, c'est un avantage quand on le communique bien puis quand on sait
quand on va pas diminuer, dire hey, ça n'existe pas parce que moi je le vois pas. Là. L'idée, c'est vraiment de communiquer puis de faire confiance au point de vue de l'autre. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais ouais, c'est ça. Pour répondre à la question, là, je fais des gros détours, mais je pense que dans l'essentiel, c'est un avantage. As-tu des trucs pour les dédains alimentaires pour varier et chercher à équilibrer son alimentation? C'est difficile, ça. Moi, personnellement, j'ai pas tant de problèmes de rigidité au niveau alimentaire. Tu sais, j'aime pas mal tous les aliments. Il y a certains aliments que j'aime pas, mais vraiment pas beaucoup. Fait que je mange un peu de tout. Je suis assez flexible là-dessus au niveau de l'alimentation. Mon garçon, lui, c'est très différent. Lui, il va manger pas mal tout le temps les mêmes affaires. Entre autres, il aime beaucoup le poulet, mais le poulet, ça peut pas tout le temps être des croquettes de poulet. Là. On s'entend que c'est bon une fois de temps en temps, mais ça peut pas être que ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de varier autour du poulet. Des fois, fait que je vais faire, mettons, des poitrines de poulet, des ailes de poulet, des club sandwich, soupe avec des morceaux de poulet dedans, soupe au poulet. Fait que je vais essayer de rester dans les aliments qu'il aime, mais de varier un peu le menu aux alentours en gardant comme l'élément principal qui est des choses qu'il aime. Puis des fois, je fais juste... Ça arrive là, que je fais juste plusieurs repas différents pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Puis des fois, c'est ça, j'ai pas le goût de faire tout le temps les mêmes repas. Fait que je fais quelque chose de différent pour les autres puis quelque chose de différent pour lui en essayant que ça soit pas juste de la cochonnerie tout le temps. Mais c'est vraiment pas facile. Mais c'est ça, des fois, d'essayer de tourner autour, d'amener la chose que la personne aime, puis de tourner autour de ça, ça peut aider des fois à faire un peu de variété, malgré tout. Ouais, une question qui a été posée sur la vidéo, je parle de la douche, là, du fait que j'avais de la difficulté avec ça. La personne dit, donc, les transitions sont difficiles. Oui, puis je vais faire une vidéo plus vraiment spécifique aux transitions en tant que telles parce que pour toutes les personnes autistes, les transitions, c'est quelque chose d'important. Puis ça va être très difficile souvent de pas juste passer d'un état à un autre, comme je parle dans la vidéo là, de la douche, mais de juste passer de je suis en train de faire une tâche à je fais une autre tâche. Souvent, mettons que j'ai des choses à faire dans une journée, mais je vais pas les faire une à l'arrière de l'autre. Je vais me donner des périodes tampons de transition entre les deux. Question de... Même le matin, je me lève, souvent je me lève, je vais aux toilettes, parce qu'il faut que j'y aille le matin, là. Mais souvent, je prends comme une couple de minutes, 5-10 minutes, des fois 15, à juste tourner en rond dans la salle de bain ou des fois dans la cuisine, juste le temps de laisser à mon corps le temps de changer d'état, puis de faire comme, OK, là, je suis plus couché, je suis debout, la journée commence. Puis, façon de l'illustrer, là, l'exemple que je donne souvent, c'est un petit peu comme si c'était... T'avais un cuisinier, mais qui a un seul chaudron. Fait que le cuisinier, il peut pas faire, mettons, une sauce à spaghetti puis faire après ça une soupe tout de suite après. Ben, tu sais, un coup qu'il a fait sa sauce à spaghetti, ben, ça y prend un temps pour laver son chaudron avant de pouvoir refaire quelque chose d'autre. Ben, c'est un petit peu ça qui se passe. On a souvent besoin d'une période pour faire OK, cette tâche-là ou cette étape-là, cet état-là est terminé. On prend une espèce de période pour revenir à la normale, se recentrer, puis après ça, on redevient disponible pour faire d'autres choses après. C'est un petit peu ça l'idée dans tout ça. Quel mode de communication tu préfères? Texto, messages vocaux, vidéo, ou plutôt de vive voix par téléphone ou en personne? Il n'y en a pas un que je préfère en tant que tel. Je pense qu'ils ont tous des avantages et des inconvénients. Pour ce format-là, j'aime bien ça, par écrit, parce que moi, ça me laisse le temps de lire la question, de m'assurer que j'ai bien compris le sens puis l'intention. Puis ça me laisse aussi le temps de penser à ma réponse, de formuler ce que je veux dire, de structurer ma pensée. Par contre, quand c'est de l'écrit comme ça, ben, même si je suis pas tout le temps super bon pour ça, mais j'ai pas le ton de la personne, j'ai pas les informations visuelles, je sais pas si la personne dit ça comme en plaisantant, si elle est sérieuse. Puis en vrai, quand je suis en personne, en direct ou à l'oral, ben j'ai aussi la possibilité de poser moi aussi des questions pour avoir des précisions ou des renseignements supplémentaires que la personne m'aurait pas donné nécessairement. Fait que tu sais, il y en a pas un des deux qui est parfait, tu sais, fait qu'il
Parce qu'en vrai, c'est ça, quand c'est en présentiel ou à l'oral, ben c'est ça, j'ai l'occasion de poser plus de questions puis d'avoir des informations supplémentaires, mais par contre, j'ai moins de temps pour penser à comment je vais répondre, à structurer ma pensée. Puis des fois, le fait de prendre plus de temps à répondre, ben les gens peuvent trouver ça fatigant, peuvent faire crime. Il écoute-tu vraiment ce que je dis ou qu'est-ce qui se passe, c'est là? Fait que des fois, c'est ça. Il y en a pas un qui est c'est ça qui est idéal. Je pense qu'ils ont toutes leurs forces et leurs faiblesses, dépendamment du contexte. Prochaine question sur la vidéo, sur le shutdown. Quelqu'un dit, est-ce que les pressions sur les bras, les poignets, les pieds peuvent aider à se reconnecter? Je suis pas certain à 100% de ce que la personne veut dire par là, si elle parle de pression qu'on fait soi-même ou de pression que quelqu'un va faire sur nous. Personnellement, moi, quand je vis un shutdown, tu sais, j'aime ça être tout seul, qu'on me laisse vraiment tranquille. Puis souvent, quand je le sens que ça s'en vient, je vais m'arranger pour aller m'isoler, me trouver un petit coin où je vais être tranquille, je vais être sûr de pas être dérangé. J'aime pas qu'on vienne me parler, j'aime pas qu'on me touche, qu'on interagisse avec moi. Pantoute, j'aime ça vraiment être tout seul puis gérer mes choses par moi-même. Pour en revenir aux pressions, c'est par contre des techniques que moi je vais utiliser. Tu sais, je me souviens pas si j'en avais parlé dans ma vidéo sur les shutdowns, mais souvent, supposons qu'il y a un comptoir de disponible, je vais aller appuyer mes paumes puis mettre comme le poids de mon corps sur mes bras parce que justement, ça met une pression sur les poignets, les avant-bras. Ça m'aide à ressentir le corps. Ou des fois, je vais me mettre en petite boule sur la pointe des pieds, ce qui va justement exercer une pression sur mes pieds, sur mes chevilles. Fait que moi, ça va m'aider justement à ressentir mon corps, à me reconnecter physiquement avec mon corps. Ça va m'aider. Ceci étant dit, je pense pas que j'apprécierais que quelqu'un vienne me toucher ou mettre des pressions sur mon corps pendant que je viens un shutdown. Mais encore là, chaque personne est différente. Là. Peut-être qu'il y en a pour qui ça ferait du bien. Moi, je sais que j'aimerais pas ça. En tout cas, c'est certain. Je peux arriver aussi, parfois, ça peut m'arriver de me serrer comme ça aussi, de me faire un espèce de câlin ou juste de me serrer vraiment fort pour m'aider à ressentir mon corps dans ces moments-là aussi. Mais c'est ça, quelqu'un d'autre qui viendrait me toucher. Pour moi, en tout cas, je sais que j'aimerais pas ça. Question suivante. Comment fais-tu pour... Je ris, c'est... Vous allez comprendre pourquoi, là. Comment fais-tu pour te faire de nouveaux amis ou pour entretenir tes relations amicales? Ce qui me fait rire là-dedans, c'est que j'ai l'impression que dans la vie, j'ai pas un énorme cercle social, j'ai pas beaucoup d'amis. Ceci dit, mes amis, c'est des top amis, là. C'est comme des A+, là. Mais j'ai pas tant l'impression dans la vie que c'est moi qui me fais des amis plutôt que c'est des personnes qui m'adoptent comme amis, si on veut. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas du genre à aller vers les gens pour connecter, pour échanger. C'est plus les gens qui viennent vers moi, puis au fil du temps, on devient amis. Un exemple, je vais parler de mon ami Yann, que je sais qu'il écoute il écoute mes vidéos justement, avec qui je joue de la musique. Ben, tu sais, c'est quelqu'un avec qui, tu sais, je le connais du secondaire. On est allé à l'école ensemble, mais on se tenait pas particulièrement ensemble. On avait un cours de musique ensemble, mais c'était tout. Puis plus tard, je l'ai recroisé à mon travail, puis il est venu me voir, il me dit « Hey, tu fais ça encore de la musique? J'aimerais ça faire de la musique avec toi. » Fait que c'est lui qui a fait les premiers pas d'aller me voir, puis de me demander de faire des choses avec lui. Puis aujourd'hui, on est des super bons amis, on se voit toutes les semaines, on joue de la musique ensemble, on se parle pratiquement chaque jour, mais c'est ça, j'ai plus été adopté par lui que c'est moi qui est allé me faire un ami en tant que tel. Pour ce qui est maintenant d'entretenir les relations amicales, personnellement, j'aime pas ça dire ça parce que je me sens mal, mais j'ai pas l'impression que je suis vraiment bon pour ça. J'ai eu une conversation à propos de ça il y a quelques semaines, justement, avec un de mes amis que j'ai pas vu depuis longtemps, qui m'appelle pour prendre des nouvelles, puis j'étais comme, hey, je me sens mal de pas souvent aller justement vers les autres, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles, voir comment ils vont. Puis c'est pas que je les aime pas, que ça m'intéresse pas, c'est juste que je pense pas à faire cette espèce de maintenance sociale-là autour de moi. Puis tu sais, c'était zéro problématique avec lui. Puis j'ai beaucoup d'amis aussi, je pense, j'ai pas beaucoup d'amis en général, mais mes amis en général comprennent, je pense que je fonctionne comme ça, fait qu'ils sont pas, je pense pas que ça les dérange ou que ça les fâche vraiment. Il y en a des fois qui font comme, hey, ça serait cool qu'on fasse de quoi là, ça fait un bout, tu sais, tu m'appelleras, tu sais. Mais ceci dit, tu sais, j'ai beaucoup d'amis que, tu sais, c'est ça, si la plupart de mes amis, plutôt, quand
ça fait un bout que je les ai pas vus, on fait quelque chose ensemble, puis c'est comme si on s'était vu la veille quand même, fait qu'il y a pas tant de déconnexion, on est tout le temps au même point. C'est pas comme si, c'est ça, c'est pas comme s'il y avait eu des gros écarts, malgré le fait que des fois, je peux passer beaucoup de temps sans voir des personnes. Mais à chaque fois que je les vois, c'est comme si on était resté en contact tout le temps quand même. Fait que c'est ça. Je suis pas super bon vraiment en maintenance sociale là, au niveau d'entretenir mes relations. Puis pour ce qui est des amis, c'est ça, c'est pas mal les autres qui font la job de, de venir se chercher un ami de mon côté que moi qui va aller vers les autres pour me faire des amis. Heureusement, ça m'a toujours bien servi, puis je suis bien entouré aujourd'hui. Comme je dis, j'ai pas une tonne d'amis, mais c'est tous des amis de qualité exceptionnelle que j'ai. Fait que je suis vraiment content là-dessus. Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour des questions là-dessus. Si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires, puis je passe à travers ça, puis je lis vraiment tout. Des fois, je réponds pas tout le temps à tout parce que des fois, des questions qui se ressemblent, fait que j'essaie de mettre ça ensemble. Mais c'est ça, je prends vraiment le temps de tout lire, puis c'est ça, quand je lis, ben, je me fais des petites listes pour les prochains questions-réponses comme ça. Puis il y en a certaines questions que je vais pas nécessairement répondre là-dedans, mais je vais plutôt les traiter dans des vidéos plus tard aussi, parce que je trouve qu'il y a vraiment gros de la viande autour de la question, là. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à la prochaine.